Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Rick. Installe-toi, car ce voyage dans les terres du sommeil sera long, paisible, et délibérément monotone. Nous allons nous étendre, nous déplier, nous étirer dans le temps. L'histoire de ce soir est comme un fleuve au courant si lent qu'il en devient presque un lac. Elle n'a nul hâte. Son seul but est d'être là, de couler calmement, et de t'emporter avec elle vers le repos. Avant de commencer, prenons tout notre temps pour nous ancrer ici et maintenant. Ferme les yeux si ce n'est déjà fait, et simplement, écoute. Écoute le son de ma voix, ce doux murmure régulier. Laisse-le devenir le seul point sur lequel ton attention se fixe, doucement, sans effort. Nous allons maintenant descendre, marche par marche, dans l'escalier qui mène à une relaxation profonde. Cet escalier a 30 marches. À chaque marche, tu t'enfonceras un peu plus dans l'état entre veille et sommeil, cet état où la magie des histoires opère le mieux. Ressens d'abord la courbure de ton corps là où il touche le lit ou le fauteuil. La courbe de tes reins, la légère arche de tes pieds, derrière tes genoux. 29. Cette sensation de contact, de support, est ta fondation. Tout le reste va se détendre à partir de là. 28. Remarque ton souffle. Il entre et sort, sans que tu aies à y penser. C'est le premier rythme, le plus ancien, celui qui ne s'arrête jamais. 27. Imagine maintenant que tu es une longue pièce de tissu légèrement froissée. Avec la prochaine expiration, le tissu se relâche, s'étire doucement, les plis s'effacent. 26. Commence par tes orteils. Donne-leur la permission de se détendre. Laisse la tension qui pourrait s'y trouver fondre et s'écouler hors de ton corps. 25. Remonte maintenant à la plante de tes pieds. Sens-les s'aplatir, s'alourdir, devenir chaud et mou. 24. Tes chevilles, les petits os, les ligaments, tout se desserre, comme si on dénouait délicatement un lacet serré. 23. Tes mollets, ces muscles qui t'ont porté toute la journée, ils peuvent maintenant se reposer complètement. Laisse-les devenir lourds et immobiles. 22. Tes genoux, les articulations, laisse-les flotter dans un bain d'huile chaude imaginaire. Plus aucune pression. 21. Tes cuisses, de grands muscles puissants, ils relâchent toute leur force. Ils s'abandonnent au poids de la gravité. 20. Ton bassin, ce bassin qui est le centre de ta stabilité, il s'enfonce maintenant, comme un socle de plomb dans de la boue molle. Il devient immobile, inébranlable. 19. Remonte maintenant vers ton ventre. Le centre de tes émotions, de ta digestion, laisse-le se calmer, se poser. Une douce chaleur s'y diffuse. 18. Ta poitrine, la cage qui protège ton cœur et tes poumons, sens chaque côte, chaque muscle intercostal se détendre, laissant plus d'espace pour que ta respiration devienne plus ample, plus paisible. 17. Ton dos, cette longue surface qui a peut-être porté des tensions invisibles, parcours-le mentalement, de la base de ta colonne jusqu'à ta nuque. Imagine qu'une main chaude et lente efface chaque nœud, chaque point dur. 16. Tes épaules, ces épaules qui ont peut-être porté des fardeaux réels ou symboliques, laisse-les tomber. Laisse-les s'éloigner de tes oreilles, tomber lourdement vers le matelas. Elles sont libres du poids.
15. Tes bras, depuis les épaules jusqu'au bout de tes doigts, ils deviennent longs, lourds et inertes. Tes coudes se détendent. Tes avant-bras. Tes poignets. 14. Tes mains, ouvre légèrement les paumes, laisse tes doigts s'écarter naturellement. Sens la légère picotement de la détente dans le bout de tes doigts. 13. Remonte maintenant vers ton cou. La gorge, le devant du cou, détendu. L'arrière de ton cou, la nuque, c'est un endroit crucial. Laisse-la fondre complètement, comme si ta tête, si lourde et si pleine, pouvait enfin reposer sans aucun effort. 12. Ta tête, ton visage, commence par ton cuir chevelu. Imagine qu'il se détend, s'assouplit. 11. Ton front, lisse-le de l'intérieur. L'espace entre tes sourcils, où se concentre la concentration et les soucis, laisse-le devenir parfaitement lisse, plat, calme. 10. Tes paupières, elles sont si lourdes. Elles reposent doucement sur tes yeux. Les petits muscles qui les entourent sont complètement détendus. 9. Tes joues, laisse-les devenir molles, lourdes. Ta mâchoire, laisse-la s'entr'ouvrir légèrement, les dents ne se touchent pas. La langue repose mollement au fond de ta bouche. 8. Tes oreilles, elles écoutent ma voix, mais elles aussi se détendent. Elles ne captent plus que le son paisible de ce récit. 7. Maintenant, tout ton corps est lourd, chaud, détendu. Tu flottes. Ton esprit, lui, est clair et calme, prêt à voyager. 6. Nous allons maintenant quitter cette pièce, ce corps, pour un temps. Nous allons nous transporter, par la seule force de l'imagination, vers un autre lieu. 5. Imagine un ciel. Pas un ciel d'été bleu éclatant. Un ciel de fin d'automne. Un ciel uniformément gris perle, d'une nuance si douce qu'elle est presque blanche. Un ciel sans nuages discernables, juste une couche uniforme et apaisante. 4. Sous ce ciel, une ville dort. Ce n'est pas une métaphore. Elle dort vraiment, d'un sommeil de jour. Les rues sont calmes. Les stores des commerces sont à moitié baissés. Les voitures sont rares et roulent lentement, sans klaxonner. 3. Au centre de cette ville, il y a une place. Une place rectangulaire, bordée de bancs en bois peint en vert foncé, et de tilleuls aux branches dépouillées. 2. Sur un côté de cette place, se dresse un bâtiment. Il est de pierre claire, d'un style administratif des années. 1. La pluie. Elle n'est pas encore tombée, mais l'air est saturé de son imminence. Une humidité fine enveloppe tout, atténuant les sons, estompant les contours. 0. Nous sommes devant la grande porte en chêne. Nous allons entrer. La porte cède avec une légère résistance, puis s'ouvre sans un bruit, grâce à des gonds huilés avec une méticulosité hebdomadaire. Le premier choc n'est pas visuel, il est olfactif. Une odeur vous enveloppe, complexe et familière, la cire d'abeille et l'essence de térébenthine du parquet ciré, la poussière de papier, douce et sèche, le cuir vieilli des reliures, et, enfoui sous tout cela, une vague senteur de renfermé, de cave de pierre, qui n'est pas désagréable car elle évoque la permanence, l'épaisseur du temps. Le hall d'entrée est vaste, et son plafond est soutenu par de lourdes poutres sombres. La lumière vient de grandes fenêtres à petits carreaux,
filtrée par des stores en tissu beige à demi tiré. Elle tombe en nappes obliques et paresseuses, dans lesquelles danse une myriade de poussières, lentement, comme en apesanteur. Le silence. Il faut parler du silence. Ce n'est pas l'absence de son. C'est une présence. C'est un silence actif, nourri, cultivé. Il est absorbé par les kilomètres de livres alignés, par les lourds rideaux de velours vert, par l'épaisse moquette d'un brun tirant sur le bordeaux, usé mais propre, qui couvre tout le sol d'un manteau sourd. On entend presque ce silence. Il bourdonne à une fréquence si basse qu'elle frôle la perception, comme le souvenir d'un son. Et au centre de ce hall, derrière un long comptoir de bois sombre patiné par des décennies d'épaules et de coudes, se tient la gardienne du silence. Elle ne semble pas avoir d'âge. Elle pourrait avoir 50 ans, ou 70. Son visage est celui d'une personne qui a longtemps observé sans participer. Les traits sont calmes, neutres, sans hostilité ni invitation. Elle porte une robe longue, d'une couleur indéfinissable entre le gris et le mauve passé. Un cardigan de laine fine, boutonné jusqu'en haut, complète sa tenue. Ses cheveux, d'un châtain sans éclat, sont tirés en un chignon si strict et si net qu'il en devient une forme géométrique, un nœud parfait dont on ne distingue pas un seul cheveu rebelle. Elle est debout, les mains jointes devant elle, les doigts entrelacés. Elle ne bouge pas. Elle respire si lentement que sa poitrine ne soulève à peine le tissu de sa robe. Elle contemple l'espace devant elle, un espace qu'elle connaît si bien qu'elle n'a plus besoin de le voir. Elle le sent. À sa droite, sur une petite table roulante, repose l'autel de son office. Un tampon dateur en métal noir, avec une roulette pour les chiffres. Un encrier de porcelaine blanche, à moitié plein d'encre bleu-noir. Un porte-plume avec une plume sergent-major propre. Une pile de fiches cartonnées, taillées au coin. Une petite éponge dans une soucoupe, humide, pour nettoyer la plume. Tout est disposé selon un ordre immuable, chaque objet à égale distance des autres. Le comptoir lui-même est vide, luisant sous la faible lumière. Seule une fine couche de poussière, répartie de manière parfaitement uniforme, témoigne du temps qui passe. Tournons-nous maintenant vers la raison d'être de ce lieu, les livres. Les rayonnages ne sont pas de simples étagères. Ce sont des monuments, des falaises verticales de savoir tranquille. Ils sont en chêne massif, d'un brun si foncé qu'il est presque noir. Ils montent jusqu'à hauteur d'homme, puis sont surmontés d'une corniche moulurée sur laquelle sont posés, derrière des vitres poussiéreuses, des objets de collection. Un globe terrestre dont les frontières datent d'avant la Grande Guerre, une paire de sphères armillaires au cercle de laiton oxydé, une série de bustes en plâtre d'auteurs classiques au regard vide. Les livres, ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Ils ne crient pas leurs titres. Ils murmurent. Leurs dos sont de cuir craquelé, de toile usée, de papier marbré. Les couleurs sont toutes dans la gamme des terres, des bruns, des verts sombres, des ocres éteints. Pas de jaune vif, pas de rouge agressif. Rien qui attire l'œil avec insolence. Le système de classement est une énigme. Il n'y a pas de panneaux indicateurs. Pas de lettres ou de chiffres visibles. On devine que l'ordre existe, mais il est ésotérique, connu de la seule bibliothécaire. On raconte qu'il est basé sur un système de l'ancien conservateur, un érudit excentrique,
qui classait les ouvrages non par sujet ou par auteur, mais par affinité spirituelle et par poids dans la main. Ainsi, un traité de théologie médiévale pouvait se trouver à côté d'un manuel de soudure à l'arc, car tous deux évoquent la fusion et l'étincelle divine. Personne n'a jamais osé le modifier. Parcourons quelques sections, au hasard d'une allée. Ici, près d'un radiateur en fonte qui émet une chaleur douce et constante, se trouve la section hydrographie continentale. À 14h10, un événement. Un jeune homme entre. Il a l'air pressé, ce qui est déjà une anomalie. Ses cheveux sont mouillés. Il cherche du regard, anxieux. Il aperçoit la bibliothécaire et se dirige vers elle d'un pas trop rapide, trop sonore sur la moquette. « Excusez-moi, madame, dit-il, d'une voix qui résonne malgré lui dans le hall. La bibliothécaire met un temps infini à lever les yeux sur lui. Son regard est un lac calme. J'ai besoin de trouver quelque chose. C'est urgent. Pour un travail. Elle ne dit rien. Elle attend. C'est sur les anciennes techniques de reliure. La couture sur nerf. Vous auriez ça? Un silence. La pluie crépite. L'horloge tic-tac. Section H12, dit-elle enfin, d'une voix monocorde, basse, qui semble sortir de très loin. Derrière l'escalier qui mène à la mezzanine. Les volumes sont grands. Utilisez l'escabeau. Ne vous penchez pas. Le jeune homme hoche la tête, décontenancé par la précision et le ton. Merci, merci beaucoup. Il part à la recherche de l'escalier. La bibliothécaire suit son parcours du regard, sans tourner la tête. Elle voit qu'il manque l'escalier du premier coup, fait demi-tour, le trouve. Satisfaite, elle ramène son regard vers l'avant. Le jeune homme trouve la section. C'est une étagère remplie d'énormes in-folios. Il trouve l'escabeau à 3 marches, en bois, solidement construit. Il l'installe, monte, trouve le volume, traité complet de la reliure artisanale, édition de 1892. Il le descend avec précaution. Le livre doit peser 10 kilos. Il le pose sur une grande table, l'ouvre. L'odeur du vieux papier et de la colle forte monte à ses narines. Les pages sont de gros vélin, les illustrations sont des gravures sur bois délicates, montrant des mains anonymes en train de coudre, de couper, de presser. Il se plonge dans la lecture, oubliant son urgence initiale, hypnotisé par le détail des instructions, la beauté des outils dessinés. Le temps s'arrête. À 15h45, la bibliothécaire accomplit une tournée. Elle quitte son poste pour la première fois de la journée. Elle parcourt les allées, d'un pas lent et silencieux. Elle ne regarde pas les livres. Elle regarde les espaces entre les livres. Elle vérifie l'alignement des tranches. Elle s'arrête devant une étagère où un volume dépasse d'un demi-centimètre. C'est un atlas de géologie. Elle pousse l'atlas, le tire légèrement, le replace. Il est maintenant parfaitement aligné. Elle continue son inspection. Elle passe devant le jeune homme, qui sursaute légèrement, comme surpris par une apparition. Elle ne le regarde pas. Elle passe. Elle remonte vers l'avant, retourne à son poste. La tournée a duré 7 minutes.
Les dernières lueurs du jour déclinent derrière les stores. Les lampes, de vieilles appliques à globes opalescents, s'allument une à une, automatiquement, avec un léger ping électrique. Elles diffusent une lumière jaune pâle, chaude, qui creuse les ombres et donne au livre un aspect encore plus solennel. À 16h55, le rituel de fermeture commence. C'est une cérémonie lente et précise. La bibliothécaire commence par fermer les stores des grandes fenêtres, un à un. Le clic-clac de la mécanique est le seul son fort de la journée. Elle éteint les lampes de lecture sur les tables. Elle vérifie chaque chaise, s'assurant qu'elle est bien repoussée sous la table. Elle s'approche du jeune homme, toujours plongé dans son traité de reliure. La bibliothèque ferme dans 5 minutes, murmure-t-elle, de si près qu'il sursaute à nouveau. Oh! Oui, désolé. Il referme le livre avec un soupir. Il le replace sur l'escabeau, mais à la mauvaise étagère. Non, dit la voix monocorde derrière lui. C'est le 3e rayon en partant du haut. À gauche du grand in-quarto sur les papiers marbrés. Honteux, le jeune homme corrige sa faute. Il range l'escabeau à sa place exacte, contre le pilier. Il prend son manteau, fait un signe de tête à la bibliothécaire, qui ne répond pas, et s'en va. La bibliothécaire est maintenant seule. Elle fait un dernier tour, plus rapide. Elle vérifie que le vieil atlas de géologie n'a pas bougé. Il est à sa place. Elle retourne à son comptoir. Elle replace le tampon dateur, l'encrier, le porte-plume, dans un ordre parfait. Elle jette un coup d'œil à la pile de fiches. Elle est toujours rectangulaire. Elle va vers la porte d'entrée. Elle tourne la grande clé dans la serrure. Le claquement est sec, définitif. Elle revient au centre de la salle. Elle lève les yeux vers l'horloge. Les aiguilles indiquent 17h59 et 50 secondes. Elle joint à nouveau les mains devant elle. Elle attend. Tic, tac, tic, tac. Des volumes reliés en cuir vert contenant les relevés minutieux du débit de rivières secondaires sur plusieurs décennies. Des cartes en noir et blanc, pliées et dépliées tant de fois que leurs plis sont blancs. Des notes en marge, d'une écriture fine et penchée, commentant les variations saisonnières. Plus loin, l'art culinaire régional, variante mineure. Des recettes manuscrites sur des cahiers d'écoliers, collectés dans des villages aujourd'hui disparus. Des descriptions exhaustives de la préparation de confits de légumes oubliés, de pâtés de gibier dont l'espèce n'existe plus. Pas de photos, seulement des instructions méthodiques. Dans un recoin, presque caché, la section « Récit ». Ce n'est pas « roman » ou « fiction ». Récit. Le terme est prudent, modeste. On y trouve des ouvrages tels que Mémoire d'un garde-barrière, 478 pages sur la vie le long d'une voie de chemin de fer de campagne, Les saisons du jardin potager de ma grand-mère, une description botanique et sentimentale, ou le fameux journal d'un commis de bureau, dont l'intrigue culmine avec la perte, puis la retrouvaille, d'un important trombone. L'horloge. Elle est immense, encastrée dans le mur au-dessus de la porte d'entrée. Un cadran de bois clair, des chiffres romains noirs, des aiguilles en laiton fin. Son balancier, visible derrière une vitre,
oscille avec une régularité hypnotique. Tic, tac, tic, tac. Le son est plein, rond, grave. Il ne marque pas les secondes, il les scande, solennellement. Il est 9h47. À 10h03 précise, la porte d'entrée s'ouvre. Un courant d'air frais et humide traverse brièvement le hall. Un homme entre. Il est vieux, très vieux, le dos voûté. Il porte un manteau noir délavé et tient à la main un bâton de frêne. Il ne regarde personne. Il traverse le hall d'un pas traînant mais sûr, se dirigeant vers une table spécifique, dans l'angle le plus obscur, près d'un rayonnage intitulé « Archives des travaux publics, 1920 à 1950 ». Il s'assoit. Il pose son bâton contre la table. Il sort de sa poche un petit étui en cuir, en extrait une paire de lunettes aux verres épais, les essuie méticuleusement avec un chiffon qu'il ressort d'une autre poche. Il les met. Puis, il reste là. Il ne prend pas de livre. Il ne lit pas. Il regarde devant lui, vers les rayonnages. Il semble simplement être présent. C'est son rituel. Tous les mardis et jeudis, de 10h05 à 11h30. Personne ne sait son nom. La bibliothécaire ne lui adresse jamais la parole. Elle note simplement son entrée, plus tard, sa sortie. C'est un élément du paysage, aussi prévisible que le tic-tac de l'horloge. À 10h35, un autre bruit, presque imperceptible. Le grésillement du radiateur. Un léger sifflement d'air dans les tuyaux, puis un clonk métallique sourd, comme une articulation qui craque. Cela se produit 3 fois par jour, à 10h35, à 14h15 et à 16h50. C'est le système de chauffage qui respire. La matinée s'étire, molle et douce. La lumière des fenêtres se déplace avec une lenteur imperceptible, glissant le long des dos de livres, éclairant une tranche de cuir ici, une étiquette manuscrite là. La bibliothécaire, elle, n'a toujours pas bougé de sa position de sentinelle. Ses yeux, d'un gris pâle et clair, parcourent lentement la salle. Il ne cherche rien. Il constate. Il vérifie que l'ordre règne, que la poussière danse selon son cycle habituel, que le vieil homme est à sa place, que la pile de fiches est toujours rectangulaire. À 11h20, elle accomplit son premier geste notable de la matinée. Elle détache lentement ses mains, pose sa paume droite à plat sur le comptoir, et de l'index de sa main gauche, elle pousse le tampon dateur d'1 millimètre vers la gauche. Il était légèrement décalé par rapport au bord de la table. Maintenant, il est parfaitement aligné. Elle replace ses mains jointes. À 11h28, le vieil homme se lève. Il remet ses lunettes dans leur étui, l'étui dans sa poche, prend son bâton. Il jette un regard circulaire, lent, sur la salle, comme pour s'assurer que tout est en ordre avant son départ. Puis il s'en va, ses pas étouffés par la moquette. La porte se referme derrière lui sans un bruit. L'épisode est terminé. Le déjeuner de la bibliothécaire est un rituel en soi. À midi pile, elle se retire dans une petite antichambre derrière le comptoir. On l'entend à peine remuer une chaise. Elle réapparaît à 12h58, exactement. Son visage est inchangé. Aucune trace de repas. Elle pourrait avoir mangé un sandwich méticuleusement plié dans du papier ciré, ou simplement contemplé le mur en silence. Nul ne le sait.
L'après-midi s'installe, plus sombre, plus intime. La pluie promise commence enfin à tomber. D'abord, quelques gouttes isolées et lourdes qui claquent contre les vitres. Puis un crépitement régulier et doux, comme un chuchotement continu. C'est le son parfait pour cet endroit. Il ne perturbe pas le silence, il l'habille, lui donne une texture, une profondeur. Jusqu'à ce que le sommeil, vaste et silencieux comme une bibliothèque infinie, t'accueille enfin, tu marches doucement dans ces couloirs sans fin. Chaque pas résonne à peine, comme si le monde retenait son souffle pour ne pas troubler le calme. Les murs sont faits de livres, de souvenirs et de rêves non encore rêvés. Chacun est posé avec soin sur ses étagères, attendant que ton esprit vienne les effleurer. Tu passes ta main sur la couverture d'un volume poussiéreux, et une sensation de chaleur t'envahit. Les mots se déploient lentement dans ton esprit, mais sans que tu aies besoin de les lire. Ils flottent, légers, comme des feuilles dans le vent, ou des plumes qui tombent sur un lac tranquille. Tu sens chaque inquiétude, chaque tension, se déposer sur les pages, disparaissant doucement. La lumière est douce, presque imperceptible. Elle vient d'un endroit que tu ne peux pas voir, mais que tu sais là. Elle caresse ton visage, réchauffe tes épaules, et semble chuchoter, « Tu es en sécurité ici, tu peux te reposer. » Tu continues à marcher, et plus tu avances, plus les couloirs s'élargissent. L'espace devient infini, silencieux, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ici, le vent ne souffle pas. Ici, les bruits du monde extérieur n'existent pas. Seulement le doux froissement des pages, et le souffle régulier de ton cœur. Chaque respiration t'emmène plus profondément dans ce lieu. Chaque battement, plus lent que le précédent, t'invite à lâcher prise. Tu arrives à une grande salle, immense, où des fauteuils moelleux t'attendent. Tu t'assieds. Le monde semble se dissoudre autour de toi. Les pensées se déposent comme des gouttes d'eau sur un lac calme. Elles s'éloignent, s'éteignent, et laissent place à un silence profond et réconfortant. Et peu à peu, le sommeil commence à t'effleurer. Comme une brume légère, il glisse sur tes épaules, descend dans ton dos, s'installe dans chaque muscle, chaque pensée. Les images de la journée se transforment en nuages légers qui flottent au-dessus de toi. Tu ne retiens rien. Tu observes simplement, avec un calme absolu. À chaque respiration, tu entends des sons doux, le chuchotement lointain d'une rivière, le bruissement des feuilles dans un arbre imaginaire, le battement régulier de ton cœur qui devient un métronome tranquille. Tu sens tes paupières s'alourdir. Tu n'as plus besoin de rien faire. Tu peux juste être. Dans cette bibliothèque silencieuse, chaque souvenir trouve sa place, chaque pensée se repose. Il n'y a rien à résoudre, rien à craindre. Tout ce que tu dois faire, c'est respirer, relâcher, et laisser le sommeil venir. Tu marches encore, doucement, et à chaque pas, tu sens le sol se transformer sous tes pieds. Parfois il devient moelleux comme un tapis de nuages, parfois lisse comme le miroir calme d'un lac. Tu observes les murs, ils sont couverts d'étoiles scintillantes et de constellations qui bougent lentement. Ces étoiles semblent te guider, te montrer le chemin vers le centre du calme. Une légère brise imaginaire caresse ton visage. Elle transporte avec elle des parfums doux, celui du bois ancien, du papier délicat,
et quelque chose d'indéfinissable qui rappelle la sécurité et la paix. Chaque souffle devient plus lent, plus profond. Ton corps s'alourdit, mais ce n'est pas un poids désagréable. C'est la sensation de te laisser aller, de t'abandonner à ce monde silencieux qui t'enveloppe. Tu arrives à une salle où un petit lac miroitant reflète la lumière douce des étoiles. L'eau est claire, tranquille, et tu peux entendre le doux frémissement des ondulations. Tu t'agenouilles au bord, et la surface semble absorber toutes tes pensées, toutes tes inquiétudes. Elles se dissolvent dans l'eau, et la tranquillité prend leur place. Le temps devient abstrait. Tu avances encore, et chaque pas est accompagné par le froissement des pages, par le souffle régulier de ton cœur, par le murmure lointain du vent dans des arbres imaginaires. Parfois, tu t'arrêtes pour observer un livre qui s'ouvre seul, te montrant des images de calme, des champs au lever du soleil, des forêts baignées de brume, des montagnes immobiles, des rivières tranquilles. Tout est doux, sûr, apaisant. Car le clic initial n'a jamais vraiment cessé. Sa vibration s'est simplement décomposée, dispersée dans la matière. Elle résonne maintenant dans la structure même de l'univers de cette pièce. Elle pulse dans le grain du bois, à une fréquence si basse qu'elle est une quasi-immobilité. Elle est devenue le battement de fond du silence. L'obscurité, à son tour, n'est pas un voile. C'est une substance. Une gelée transparente et noire dans laquelle baignent les objets. Elle a une densité. Elle oppose une résistance douce, élastique, au passage du temps. C'est elle qui étire les secondes en heures, qui transforme le grésillement mourant d'une ampoule en un événement géologique. On pourrait y nager, lentement, en déplaçant des particules de poussière endormies. Et les livres? Ils ne sont plus des gardiens de savoir. Ils sont les cellules d'un organisme plus vaste. Chaque volume est un alvéole dans la ruche de la mémoire collective. Leurs pages ne sont plus du papier, mais des membranes fines, séparant des couches de sens en sommeil. Parfois, sans raison, un mot, une phrase au cœur d'un chapitre obscur, brille. Pas avec de la lumière. Avec une présence. Comme une étoile froide dans un ciel intérieur. Le titre traité sur les propriétés magnétiques de la tourbe dans les marais du Nord peut, à 3h14 du matin, émettre une lueur mentale diffuse, un appel sans destination, qui traverse les couvertures de cuir et la gelée d'obscurité, pour aller se perdre dans le centre vide de la salle. C'est la bibliothèque qui rêve. Elle rêve de ses propres contenus, de manière aléatoire, incompréhensible. La poussière qui danse n'est pas inerte. Elle est le plancton de cet océan nocturne. Chaque particule est un fragment de temps matérialisé. Un atome de cuir effrité, une molécule d'encre sublimée, une écaille de peau humaine laissée là par un lecteur il y a 30 ans et qui n'a jamais trouvé la sortie. Elles suivent des courants d'air si lents qu'ils sont indétectables, des spirales qui mettent des semaines à accomplir un cycle complet. Elles se déposent, mais ce dépôt est une forme de croissance. Les livres grandissent imperceptiblement vers le haut, millimètre par siècle, alourdis par le sédiment du temps. L'air froid qui descend du plafond et l'air plus chaud qui monte du parquet créent des strates thermiques. Une couche à hauteur de genou est plus fraîche d'un degré exact que la couche à hauteur d'épaule. Ces strates sont des frontières invisibles,
des horizons dans l'espace de la pièce. Un insecte, s'il y en avait un, les traverserait comme un avion traverse des zones de turbulence, ressentant des changements de pression infimes. L'odeur, maintenant, est un paysage olfactif complet. On peut s'y promener mentalement. Près des rayonnages de botanique, c'est une senteur d'herbier, d'humus sec, de fleurs pressées en un parfum de nostalgie végétale. Près des vieux codes de loi, c'est une odeur d'encre autoritaire et de parchemin rancunier. Près du comptoir, règne le mélange neutre de la cire et du bois usé, le parfum de l'administration du silence. Ces odeurs ne se mélangent pas entièrement. Elles coexistent, comme des quartiers distincts dans une ville endormie. Et le silence? Le silence n'est pas l'absence. Il est une plénitude de possibles étouffés. Il est l'écho de toutes les phrases jamais lues ici, superposées, annulées les unes par les autres, laissant une vibration résiduelle, un bourdonnement blanc. Il est aussi l'attente de tous les bruits qui pourraient arriver mais n'arriveront pas, la chute d'un livre, un cri, un rire. Cette attente elle-même a un poids. Elle charge l'atmosphère d'une potentialité paisible, la certitude que rien ne viendra rompre le pacte. La bibliothécaire, partie, laisse une forme négative dans l'air. L'espace qu'elle occupait au centre de la pièce est légèrement différent. Les molécules d'air y sont arrangées autrement, comme l'eau après le passage d'un navire. Cette forme négative se maintient, une silhouette faite de mémoire spatiale, qui mettra peut-être des heures à se dissiper complètement. Dans les sous-sols, derrière les murs de pierre, la vie minuscule continue. Une araignée bibliothécaire tisse sa toile dans un angle d'une réserve, utilisant comme point d'ancrage la tranche d'un traité de géométrie euclidienne et le dos d'un recueil de sermons du XVIIIe siècle. Sa toile capture non pas des mouches, mais de plus fines poussières, qu'elle ne consomme pas, mais qui ornent ses fils de perles grises. Elle est la gardienne de l'ordre à son échelle. Peu à peu, tu sens que ton esprit se détache de tout ce qui est lourd. Tes souvenirs, tes soucis, tes peurs, tout se transforme en poussière légère qui flotte autour de toi, et qui disparaît. Ton corps devient léger, presque comme si tu pouvais flotter dans l'air calme de cette immense bibliothèque silencieuse. Le sommeil te berce maintenant. Tu ne marches plus. Tu es assis ou allongé, enveloppé d'une lumière douce. Chaque respiration devient plus longue, chaque battement de cœur plus lent. Les sons du monde extérieur s'éloignent, remplacés par un murmure constant et réconfortant. Tout est calme, tout est bien, tout est à sa place. Les heures passent sans que tu t'en rendes compte. La lumière change lentement, passant du doré au bleu profond, au violet délicat, au gris argenté. Les ombres dansent doucement autour de toi, mais elles n'effraient pas. Elles caressent ton esprit, te rappelant la sécurité et la douceur infinie de ce lieu. Tu te laisses glisser dans un couloir où le sol devient nuage, les murs deviennent brume. Chaque respiration devient plus profonde, plus lente, plus douce. Ton corps est entièrement soutenu, comme flottant dans un courant invisible et bienveillant. Tu arrives dans une salle où les livres sont suspendus dans les airs. Ils tournent lentement, doucement, comme dans un ballet silencieux. Tu observes chaque couverture, chaque mot qui scintille dans la lumière douce. Ton esprit se fond avec le mouvement. Tout devient léger. Tout devient calme. Puis,
Tu marches vers une salle où le plafond s'ouvre sur le ciel nocturne. Les étoiles scintillent lentement, et tu observes leur danse silencieuse. Les constellations se déplacent doucement, et chaque lumière apaise un coin de ton esprit. Le souffle devient encore plus profond, encore plus lent. Chaque battement de ton cœur résonne avec le rythme de l'univers silencieux autour de toi. Des nuages légers glissent au-dessus de toi, portés par un vent doux et invisible. Tu sens leur fraîcheur sur ta peau. Ils enveloppent ton corps et ton esprit, te berçant dans une sensation de légèreté totale. Tes pensées flottent avec eux, se détachent de toi et disparaissent doucement. Le sommeil devient maintenant plus présent. Tu sens ses bras t'envelopper, t'emporter dans une rivière tranquille, un flot doux et invisible qui te guide profondément dans la nuit. Tout devient silencieux. Tout devient calme. Chaque respiration est une vague, chaque battement de cœur est un souffle de paix. Tu te laisses flotter à travers des couloirs de lumière, des salles de nuages et des lacs miroirs. Tout devient flou, tout devient doux, tout devient sûr. Tu ne luttes plus. Tu ne penses plus. Tu observes seulement, en silence. Les heures passent, le flot de sommeil te berce. Les pages continuent de frissonner doucement, les étoiles scintillent lentement, les nuages se déplacent avec un rythme apaisant. Tu es porté, en sécurité, léger, immobile, tranquille. Dors. Laisse chaque mot s'effacer, chaque image disparaître. Ton souffle devient profond, régulier, et tu es entièrement abandonné à la sécurité et à la douceur infinie de ce lieu. Tout est calme. Tout est silence. Tout est repos. Et maintenant, tu glisses complètement dans le sommeil, porté par les couloirs infinis de la bibliothèque, par les étoiles, par les nuages, par le flot invisible et bienveillant qui t'accueille. Tu es léger, immobile, en paix. Rien ne peut te déranger. Tu es enveloppé, protégé, tranquille. Tu dors profondément, librement, sereinement.